Bien, grand salut à vous tous. Donc, comme vous le voyez, toutes mes leçons concernant la langue française sont disponibles avec une explication en arabe et une autre en français. D'accord? Bien sûr en arabe pour les élèves qui sont en difficulté, qui ont des problèmes à comprendre l'explication en français, et une explication en français. Donc, des goûts et des couleurs, comme on dit en français. Alors, nous passons maintenant le nom de la chaîne, bien sûr, c'est Tawfiq Animation. Donc, normalement, j'avais commencé cette chaîne pour faire des cours de 3D. D'accord? Et j'ai vu que les élèves, j'ai posté une ou bien deux leçons, et certains élèves m'ont contacté en me demandant la suite. Alors, l'option de la chaîne a changé, c'est devenu maintenant une chaîne réservée à la langue française. Donc, presque réservé à la langue française. Bon, et maintenant, regardez, lorsque j'avais fait ça, j'avais écrit le nom en anglais, Tawfiq Animation and More. Donc, maintenant, notre leçon d'aujourd'hui, bien sûr, c'est la deuxième leçon dans le projet concernant la production écrite, des techniques de la narration. Je vous ai déjà expliqué le projet dans la première leçon. Donc, j'avais prévu de faire une leçon sur la description du personnage, une autre sur la description du lieu, une troisième sur la description du temps, mais je crois que on n'a plus assez de temps pour faire ça, d'accord? Donc l'examen normalisé approche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire aujourd'hui une leçon sur les 3 premiers axes. Donc on va faire la description du personnage, du lieu et du temps, en appliquant sur un petit sujet, d'accord? Et à la fin du projet, nous allons chercher des sujets de vos examens normalisés et on va faire des applications. Alors, j'avais prévu leçon numéro 1, donc je dois enlever ça parce que maintenant la leçon numéro 1, c'est la description en général. Donc, je vais changer ce titre. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Je vais faire comme titre la description dans la narration. Ceux qui ne me connaissent pas, il est vrai que je ne vois pas très bien, je suis un handicapé visuel, mais j'ai fait des efforts et j'ai appris à écrire sans avoir besoin de regarder le clavier. Quand il y a des méthodes comme ça sur internet, vous pouvez chercher si vous voulez, vous pouvez vous entraîner, ça demande de l'entraînement, mais c'est vraiment très très bien parce que lorsque vous commencez à écrire, vous n'avez plus de problème. Si vous faites une erreur, vous la voyez. D'accord? Surtout pour les bons voyants, si vous commencez à écrire sans regarder le clavier, en regardant l'écran et en écrivant, au moment où il va commettre une erreur, il va voir cette erreur. C'est pas comme lorsqu'on tape sur le clavier. Bon, je continue s'il vous plaît. D'accord? Donc, maintenant, nous avons là un petit sujet. D'accord? Une nuit, tu étais seul chez toi. Soudain, il y a eu une panne d'électricité. Raconte. Donc, c'est un ancien sujet qui a été donné dans l'académie de Marrakech. D'accord? Bon, c'est pas avec les mots exacts, j'ai pas fait de recherche, d'accord, donc ça va me demander beaucoup de temps, et comme vous le voyez, on n'a plus ce temps, donc j'ai pas fait une recherche pour voir littéralement le sujet, mais c'était ça l'idée du sujet. Tu étais seul à la maison, d'accord, tes parents étaient absents, et toi, il y a eu une panne d'électricité, c'est la nuit, alors on te demande de raconter, d'accord. Donc, alors, s'il vous plaît, regardez. Arrêtez la vidéo et faites cette petite lecture. Je vous ai fait ici une petite production comme les productions que font les élèves normalement. D'accord? Bon, alors, et bien sûr, c'est un bon élève normalement qui va vous faire une narration comme ça. Maintenant, je vais m'arrêter, je vais vous raconter. Je vais vous lire. Une nuit, j'étais seul à la maison car mes parents était allé rendre visite, je ne vois pas très bien, s'il vous plaît, excusez les erreurs. Rendre visite à mon oncle malade. Je regardais la télévision, soudain, il y a eu une panne d'électricité.
Le noir était total et j'eus très peur. J'allais à la cuisine pour chercher une bougie et là, je vis la silhouette d'un homme près de la fenêtre. Je sortis en courant et en criant. Notre voisin arriva, me calma et lorsque nous entrâmes, une pile à la main, l'homme près de la fenêtre n'était en fait qu'une des djellabas de ma mère qu'elle avait accrochée là. J'ai vraiment très honte de moi. D'accord? Alors, si on s'arrête à ce texte, on va voir que c'est un résumé des actions. D'accord? Il n'y a pas de description, il n'y a pas de dialogue. Quelquefois, on trouve la description des sentiments, c'est bien. D'accord? Donc, alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir que lorsqu'on veut écrire, vous voyez ici, c'est pas, on vous demande... Pour la 4e année, on vous demande à peu près 12 lignes, donc vous pouvez avoir de 10 jusqu'à 14 lignes. Et vous voyez ici, vous n'en avez pas assez, d'accord? Et le jour de l'examen, donc regardez, si vous voulez raconter une histoire comme ça, vous aurez besoin d'énormément d'événements. Et vous commencez vraiment parfois à divaguer. Parfois, vous commencez à chercher des événements qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que tu vois que tu n'as pas encore tes 12 lignes et tu es à court d'idées, d'accord? Les idées. Généralement, la narration ne demande pas ça, d'accord? Donc, on a 3 événements, 2 événements essentiels, bien 3 événements essentiels, plus les descriptions, plus les façons d'enrichir, plus la technique de raconter un événement en le détaillant, et vous aurez l'embarras du choix. Vous aurez vraiment 14, 16, 20 lignes et vous commencerez même à retrancher certaines descriptions, certains détails, d'accord? Pourquoi? Pour être dans les limites pour écrire 14 lignes ou bien. Donc, nous, on va voir que une nuit, on va la remplacer par une description de cette nuit. On va décrire cette nuit. Pourquoi dire une nuit? D'accord? Donc, pourquoi ne pas la décrire? Donc, ensuite, on va voir que j'étais seul à la maison. D'accord? Donc, dans cette phrase, on a parlé de la maison. Alors, dans la phrase suivante, on va faire la description de la maison. Comment était cette maison? D'accord? Donc, et tu peux te décrire toi-même si tu veux, la description du personnage, tu peux parler de toi-même. Tu dis, alors j'étais un enfant de kada, 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 et tu peux te décrire. Nous, on va choisir de décrire un personnage essentiel ici, donc notre voisin. Donc, votre voisin, il vous a aidé, d'accord? Notre voisin arriva et me calma. Donc, nous, on va faire un point ici, on va introduire la description du voisin. Comment était ce voisin là? D'accord? Bon, aujourd'hui, on va se contenter de la description et le même sujet, nous allons l'enrichir plus dans les leçons prochaines et on va faire des applications, bien sûr, sur des sujets vierges, des sujets donc, où je n'ai rien rédigé. Je vous demande de commencer à rédiger, on commence à, d'accord, à travailler ensemble. Donc, cette année, le travail va se résoudre à ça, donc je ne peux pas faire énormément de choses, mais l'année prochaine... Donc, on aura une leçon sur la description du personnage en essayant de bien détailler. Bon, alors, je reviens maintenant à notre sujet. Donc, on va voir le portrait d'un personnage. Donc, la première chose à laquelle il faut faire attention dans toutes les descriptions, que ce soit la description du personnage, du lieu ou bien du temps, dans la description, on doit décrire en suivant un ordre. Ou bien on passe du plus grand au plus petit. Ou bien de droite à gauche, ou bien de gauche à droite, ou bien de haut en bas, ou bien de bas en haut, ou bien du plus important au moins important. Mais on doit suivre un ordre descriptif. Généralement, l'ordre descriptif du personnage, c'est quoi?
Donc, l'ordre descriptif du personnage, généralement, c'est du plus grand au plus petit. C'est-à-dire, la première chose que vous décrivez l'aspect général, la taille plus les vêtements. Ensuite, vous passez à la tête. D'accord? Bon, lorsque vous passez à la tête, normalement, on n'a plus du plus grand au plus petit. On commence à décrire du plus important au moins important. Donc, le plus important dans un visage, ce sont les yeux. D'accord? Lorsque vous regardez quelqu'un, la première chose que vous faites, vous le fixez dans les yeux. D'accord? Bon, ensuite, après avoir déterminé les yeux, on commence à décrire... puisqu'on ne va pas faire une description détaillée, généralement on décrit les yeux, le nez, la bouche. D'accord? On ne dépasse pas ça dans un texte narratif que vous faites à un examen, parce que vous n'allez pas changer la narration en description. Vous devez décrire le personnage en 2 lignes et demie. D'accord? C'est tout. Alors, je passe maintenant. On a dit l'aspect général, taille, vêtements, la tête, les traits du visage. Et comme j'ai dit, généralement, ce sont les yeux, le nez, la bouche. Vous pouvez vous contenter même seulement des yeux, ou bien seulement du nez, ou bien seulement de la bouche. D'accord? Et si vous avez un trait distinctif, par exemple, ce personnage, il a un nez vraiment curieux. Alors, je ne vais pas décrire les yeux, je vais décrire ce nez. Ou bien, il a une grande cicatrice sur la joue. Donc, je ne vais pas décrire les yeux, le nez et la bouche. Je vais décrire la cicatrice. Bien. Ensuite, on passe au portrait moral. Ce personnage fait la description psychologique du personnage. Le caractère, les sentiments et le reste. Bien. Alors, je vais vous montrer maintenant comment décrire un personnage avec le verbe avoir et être. On va faire une description simple. D'accord? Pour vous, les bons élèves qui m'écoutent en français, avoir et être, c'est pas quelque chose de banal, parce que les plus grands écrivains utilisent avoir et être. Et il est inévitable d'utiliser avoir et être dans des descriptions. On ne peut pas s'en passer. D'accord? Mais un bon élève, il va utiliser avoir et être, mais il va changer, il va utiliser d'autres verbes. D'accord? Pour les élèves faibles, donc après vous, je vais expliquer cette leçon en arabe. Et pour les élèves faibles, je leur apprends à faire toute la description avec avoir et être. C'est ce par quoi je vais commencer maintenant. Et après, je vais vous intitulé ici en haut, je vais vous intituler pour aller plus loin et je vous donnerai des idées pour changer la description. Vous commencez par avoir ou bien par être et vous changez par exemple pour les yeux d'autres verbes, pour la bouche d'autres verbes, et ainsi de suite. Alors, comme j'ai dit, c'est un niveau faible mais en même temps, d'accord, c'est inévitable, il est inévitable d'utiliser avoir et être. Donc, il avait... Ah oui, donc s'il vous plaît, ici une, d'accord, ajoutez un E ici, d'accord, je vais l'ajouter avec ce traceur-là. Donc, et je vais changer la couleur de ce traceur parce qu'on a une couleur rouge ici, avec cette couleur ça ne va pas bien apparaître, d'accord, donc il avait une. Bon, pourquoi est-ce que j'ai fait des parenthèses ici et ici? Parce que les adjectifs, il y a des adjectifs qui se placent avant et des adjectifs qui se placent après. Bon, la règle est très simple. Si on a un adjectif plus petit que le mot, ou bien égal au mot, généralement on peut l'utiliser avant. Et si on l'a plus grand, on peut l'utiliser après. Donc je vais dire, il a une petite taille. D'accord? Donc, taille, c'est 2 syllabes et petite, c'est 3 syllabes, et c'est vraiment très court. Il a une taille moyenne. Il a une grande taille. Il a une taille colossale. Et pour vous qui êtes de bons élèves qui m'écoutez, donc normalement, tu n'as même pas besoin de règles. Pourquoi? Parce que tu vas prononcer. Si tu trouves une entrave lorsque tu trouves que le mot ne sort pas très facilement, d'accord, lorsque tu utilises l'adjectif avant bien après, c'est pas ce qui est juste. D'accord? Si tu dis une petite taille, ça vient, d'accord, c'est vraiment très facile à prononcer. Mais si tu dis une taille petite, vous voyez, après taille, vous avez une difficulté à passer du mot taille au mot petite. Donc, le mieux ici, c'est de dire une petite taille. Mais si tu dis une
colossale taille, une taille colossale. Donc tu vois, une taille colossale, le débit est vraiment très aisé. Mais si tu dis une colossale taille, le mot est difficile. D'accord? Bon, parfois, s'il vous plaît, vous m'entendez chercher des mots. Donc, parce que je trouve des mots vraiment parfois difficiles et je commence à chercher des mots très faciles. Parce qu'une explication ne doit pas être faite avec des mots soutenus, avec des mots très difficiles. D'accord? Bien, alors maintenant, bon, ce que j'ai expliqué ici, bien sûr, plus tard, je ne vais plus vous faire les deux. Donc ici, je vous fais les deux, mais plus tard, je ne vais plus vous faire les parenthèses avant et après. Mais vous savez que vous devez ajouter un adjectif. Donc l'adjectif peut être placé avant ou bien après. Donc, il portait une, ou bien un et un. Alors regardez, si tu dis de quelqu'un, il a un visage, il a des yeux, il a un nez. Est-ce que tu l'as décrit? Mais non, parce que tout le monde a un visage, tout le monde a des yeux, tout le monde a un nez. Mais pour les vêtements, non. Il y a une personne, tu peux dire, il portait une veste, un pantalon. Et ça y est, sans décrire la veste et le pantalon. Tu peux ajouter une veste noire et un pantalon jeans. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que tout le monde ne porte pas une veste et un pantalon. D'accord? Et la description, quel est son rôle? Son rôle, c'est de faire la différence entre celui qui est décrit avec les autres personnes. Donc pour les vêtements, on n'a pas besoin d'ajouter d'adjectifs, mais vous pouvez les ajouter. Alors, pour les vêtements, on a des verbes spécifiques. On dit il portait, ou bien il mettait, ou bien il était habillé, ou bien il était vêtu. C'est le mot à partir duquel est tiré le mot vêtement. Il était vêtu. Donc, vous choisissez n'importe lequel de ces mots pour décrire l'aspect vestimentaire. L'aspect vestimentaire, c'est comment est habillé le personnage. Donc, ensuite, tu vas mettre bien sûr un point ici et tu vas passer à la description de la tête. Il avait une tête. Donc, comme j'ai dit, je ne vais plus continuer à vous faire les parenthèses avant et après. Et très bientôt, je vais vous afficher des descriptions de la taille, de la tête et tout, d'accord? Et je vais l'afficher moi, bien sûr, très rapidement, mais vous pouvez arrêter la vidéo et regarder. Et c'est une description dont je n'ai pas le mérite, d'accord? Ce que je vais vous afficher, je l'ai tout simplement copié d'un site internet. J'ai fait une recherche rapide, j'ai trouvé un site où il y a une bonne description, très simple, d'accord? Alors j'ai téléchargé. Pour le visage, pour le nez, pour le reste. Bien, un nez, d'accord? Bon, regardez ici. Lorsque vous commencez à décrire la tête, vous dites il avait, mais après, vous n'avez plus besoin de répéter il avait. Parce que la phrase d'origine, c'était quoi? Il avait une grande tête, point. C'était ça la phrase d'origine. Point. Il avait des yeux noirs. Point. Il avait un nez aquilin. Point. Donc, mais regardez, lorsque vous avez le même sujet répété, vous pouvez effacer le sujet et faire une virgule. Et si vous avez le sujet et le verbe répété, vous pouvez effacer le sujet ainsi que le verbe. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Il avait une tête, on a effacé, il avait des yeux, on a gardé seulement, il avait une tête, virgule, des yeux, virgule, un nez. Même verbe, même sujet, complément différent. On efface le verbe, on efface le sujet et on garde les compléments. Donc, et ensuite, vous pouvez aussi dire son. D'accord, vous pouvez aussi dire un nez et un air. Pourquoi? Parce qu'on a la répétition de il avait. Bon, vous pouvez aussi mettre un point, revenir à la ligne et refaire il avait l'air. Maintenant, avant de passer à être, donc, ce que je vais vous conseiller, d'accord? Donc, si vous commencez par il avait une tête, si vous commencez par l'utilisation du verbe avoir, lorsque vous passez à la description de la tête,
faites la description avec le verbe être. On va apprendre très bientôt comment, d'accord? Donc, et si vous commencez ici par être, finissez par avoir. Bien, c'était un homme d'une taille. Bien. Alors, avec être, vous pouvez utiliser ces deux schémas. Vous pouvez dire c'était un homme d'une grande taille, ou bien vous pouvez tout simplement dire sa taille était grande. Sa taille était grande. Donc, maintenant, il portait, c'est répété, d'accord, on ne va pas changer pour l'aspect vestimentaire. Je vous ai montré des verbes avec lesquels vous pouvez remplacer. Donc, maintenant, regardez, sa tête était... C'est la même chose que tout à l'heure. Ses yeux étaient. On a ici, le sujet est différent. Maintenant, tête est devenu sujet. D'accord? Le sujet est différent, mais le verbe est le même. D'accord? Alors, je vais dire, sa tête était grande, ses yeux noirs. La phrase d'origine, ses yeux étaient noirs. Son nez. Bon, j'ai ici écrit 3 points, mais vous savez que vous devez mettre « et » avant le dernier. Si vous finissez par son nez, mettez et. Donc, ce que je vous conseille le jour de l'examen, la plupart du temps, vous allez trouver que si vous écrivez tout ça, le texte devient très long. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la description de la taille, les vêtements, un trait du visage. Si vous pensez que c'est encore trop, vous pouvez enlever la description des vêtements et faire seulement la taille, un trait distinctif du visage. Mais là, faites un trait distinctif, un trait qui arrive à faire la différence. Et vous finissez par il avait l'air. Donc, à la place de il avait l'air, vous pouvez utiliser le verbe suivant. Il paraissait. Ou bien, il semblait. Bien sûr, ici, ou bien vous parlez d'une qualité comme gentil, il avait l'air gentil, ou bien vous parlez d'un sentiment comme triste. D'accord? Donc, c'est ça la description morale. Vous décrivez des valeurs morales, le caractère de la personne, ou bien ses sentiments, son état psychique au moment où vous le décrivez. D'accord? Donc, maintenant, oui. Alors, oui, c'est ça. Maintenant, regardez. Donc, j'ai dit que j'ai simplement téléchargé ça d'un site internet. D'accord? Donc, vous avez pour le portrait physique, pour l'aspect général, d'accord? Donc, vous pouvez décrire l'âge du personnage, la taille, la masse, gros, bien non, l'attitude, et l'attitude, ce sera pour le portrait moral. D'accord? Alors, vous voyez ici, vous arrêtez la vidéo, d'accord? Vous avez des dictionnaires et tout, je ne vais pas perdre beaucoup de temps à vous expliquer tous ces mots, d'accord? Alors, ici, vous pouvez arrêter, et vous pouvez faire des recherches sur les mots que vous avez là, et c'est très bien de faire des recherches, et vous avez aujourd'hui même la possibilité de faire des traductions, d'accord? Alors, vous traduisez en arabe si vous ne comprenez pas un mot expliqué en français, et vous passez. Alors, pour le visage. Donc, alors, comme j'ai dit, s'il vous plaît, je ne vais pas m'attarder, je vais simplement afficher, mais vous avez la possibilité d'arrêter la vidéo. Vous arrêtez la vidéo, ou bien vous avez la possibilité de faire des captures d'écran. D'accord? Vous pouvez faire une recherche rapide sur YouTube ou bien n'importe où pour voir comment faire des captures rapides. D'accord? Ou bien des captures d'écran rapides. Alors, ça, physionomie, alors je m'excuse, annuler. Alors, sa physionomie, d'accord, c'est l'aspect général, d'accord, qui a un rapport avec le côté moral. Les cheveux, le front, les yeux, le nez, la bouche, les joues. Bien sûr, les joues, c'est la partie qui entoure le nez. D'accord? Les petites
pommettes, si vous voulez, qui sont à côté du nez. D'accord? Le menton, bien sûr, là où on trouve la barbe. Bien, les membres, ce sont les pieds et les mains. D'accord? Et bien sûr, vous, le jour de l'examen, vous n'avez pas besoin de décrire tout ça. D'accord? Donc ça, c'est prévu pour une description détaillée d'un personnage. Bien, alors pour le portrait moral, vous avez des qualités intellectuelles, vous avez les qualités mentales, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, le caractère et tout, et ici les sentiments, les défauts intellectuels, le contraire des qualités intellectuelles. D'accord? Bon, alors ça, bon, vous n'avez même pas, d'accord, je vais enlever tout ça. Je crois que... D'accord, ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je veux vous expliquer. Maintenant, je passe. Alors, maintenant, pour aller plus loin. Alors ça, pour les bons élèves surtout. D'accord. Alors, vous faites la description, mais vous pouvez insérer des métaphores. Donc, la façon la plus simple d'insérer des métaphores, c'est lorsque vous voulez décrire les yeux, vous dites ces yeux de... Et vous faites la comparaison. La métaphore, c'est quoi? C'est lorsqu'on compare sans utiliser d'outils de comparaison. Je crois que vous avez fait la leçon de la métaphore et de la comparaison. D'accord? Lorsque tu dis Ahmed est comme un lion, c'est une comparaison. Mais si tu dis Ahmed est un lion, c'est une métaphore. Si tu dis Ahmed rugit, et le rugissement, c'est le cri du lion, c'est une métaphore. D'accord? Alors, vous voyez, vous pouvez faire tout simplement deux et ajouter des métaphores. Et vous pouvez faire des recherches, d'accord? Donc vous savez, des yeux de biche, la femelle du cerf, ou bien des yeux de gazelle, ou bien, d'accord? Donc, bon, pour le contraire des yeux d'aigle, ou bien des yeux de carnassier, pour montrer que quelqu'un est vraiment très, très dangereux, barbare, sauvage, d'accord? Bon, menaçant. Bon, alors, bon. Si vous voulez utiliser avec avoir, vous allez dire il avait des yeux de, vous ajoutez la comparaison, ensuite vous ajoutez, ah je m'excuse, d'accord, donc ce était, vous l'effacez s'il vous plaît, d'accord, il n'a pas lieu d'être, d'accord, et d'ailleurs je vais le faire. Excusez l'interruption s'il vous plaît. Alors, comme on a dit, il avait des yeux noirs de plus. D'accord? Donc, faites la description, vous ajoutez 2 et vous ajoutez votre métaphore. D'accord? Donc, dépasser les verbes avoir et être tout en insérant des traits moraux. Donc la description morale, vous pouvez ajouter à la fin il avait l'air tel, mais vous pouvez aussi ajouter des traits moraux de la physionomie et tout, d'accord, avant tout ça. Si vous dites ses yeux de, vous faites la métaphore et vous ajoutez jeter des regards. Et vous pouvez ajouter avec le verbe jeter. Jeter des regards enflammés, des regards où il y a le feu. D'accord? Alors là, vous parlez de la colère ou bien vous parlez de quelque chose. Des regards doux. D'accord? Vous parlez d'une personne gentille, d'une personne bienvenante. D'accord? Un profond, plus un sentiment, un profond bonheur ou bien une profonde tristesse ou bien se refléter dans ses yeux. De, et vous ajoutez là, d'accord? Donc, se refléter, vous pouvez aussi parler du visage, se refléter sur son visage, d'accord? Donc, le reflet, normalement, c'est dans le miroir, d'accord? Donc, alors, ça, ce sont des exemples, bien. Toujours pour aller plus loin, son visage affiché, laisser paraître un air de bonheur, de tristesse, bien. Vous pouvez ne pas avoir un air, laisser paraître une profonde tristesse, un grand bonheur, ou bien, d'accord? Donc, alors, sa mine portait ta pensée, ou bien
permettait de voir un profond bonheur, une grande tristesse. Bien. Donc là, vous avez des idées, vous pouvez avoir d'autres façons de formuler ces choses. D'accord? Donc, plus tard, nous verrons, d'accord, comment enrichir ces descriptions. D'accord? Nous allons voir comment insérer, par exemple, des phrases relatives, mais pas avec une leçon. D'accord? Moi, je fais des choses comme ça, pratiquement. D'accord? Comment insérer des phrases pour décrire. D'accord? On va voir cet enrichissement dans une autre leçon. Bien. Maintenant, regardez. Nous voulons appliquer. D'accord? Et bien sûr, il y a deux places où vous pouvez aussi ici ajouter cette description du personnage. Tu peux te décrire toi-même. Tu dis, j'étais seul à la maison et tu commences à te décrire. J'étais un enfant, d'accord? Comme maintenant tu es devenu adulte et tu parles de ton enfance et tu vas nous décrire comment tu étais, d'accord? Donc, mais nous, on va faire un autre choix, d'accord? Si vous faites une longue description, vous décrivez le personnage et après la maison. Donc, cette maison, j'étais seul à la maison. Nous allons choisir de ne pas décrire ici le personnage, mais le lieu. Vous pouvez aussi ajouter la description du personnage. Mais si vous trouvez un moyen comme ça, faire la description du lieu ici, et venir ici faire la description du personnage, ce sera mieux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une longue description ennuie le lecteur. Une longue narration ennuie le lecteur. D'accord? C'est cette variation entre la narration, la description, le dialogue, c'est ce qui fait la beauté, le charme et le piment d'une histoire. D'accord? Tout à l'heure, nous allons ajouter ici une description du lieu. Donc ici, d'accord? Donc je vous ai dit, on va mettre un point ici, d'accord? Et on va ajouter avant, d'accord, de passer au reste ici, nous allons ici insérer une description du personnage. C'est ce que je vais faire tout de suite. D'accord. Alors voyez, voilà les deux phrases. Mon voisin arriva, me calma. Nous entrons dans la maison. Donc voilà, notre voisin arriva, me calma, et je vais insérer ici ma description. D'accord? Donc vous pouvez ajouter il avait l'air ici même, enlever ces 3 points. Et vous voyez, je n'ai pas enrichi avec des adjectifs, mais vous, bien sûr, vous pouvez ici ajouter d'une grande taille. Vous voulez ici, c'est quelqu'un qui va vous aider. Donc vous montrez l'image de quelqu'un qui est fort, grand et gentil. D'accord? Si vous voulez montrer que quelqu'un ne peut pas vous aider, c'est le contraire. Petit, chétif, et il n'est pas assuré, c'est pas quelqu'un qui a une grande assurance, c'est quelqu'un qui a peur ou bien, d'accord? Donc la description doit convenir avec ce qu'il est. Donc vous voyez, entre les deux phrases, devant, lorsque vous arrivez à citer quelqu'un, vous parlez de quelqu'un dans votre récit, et ce quelqu'un est important dans le récit, c'est ou bien quelqu'un qui va vous aider, ou bien quelqu'un qui va vous faire du mal. Lorsque vous avez un personnage important dans votre récit, vous pouvez, dès que vous le citez et que vous arrêtez un point, directement après le point, vous décrivez cet homme et ensuite vous reprenez votre narration. C'est ce qu'on appelle une pause de description. La pause avec P-A-U signifie un repos. Tu te reposes de la narration et tu commences à raconter. Ensuite, tu fais ce qu'on appelle le suspense. D'accord? Celui qui est en train de lire, il veut savoir ce que fait le voisin, mais tu lui dis, attends un peu. D'accord? Moi, je vais te décrire d'abord cet homme, ensuite je vais te parler de ce qu'il a fait. D'accord? Mais lui, il veut savoir ce qu'il a fait. C'est ça le rôle de la description. C'est un repos, c'est une pause pour briser cette longue narration, et c'est en même temps, généralement, elle a un effet de suspense, plus d'autres fonctions bien sûr de la description, mais ce n'est pas notre sujet, d'accord? C'est pas ce qui nous intéresse. Bien, alors, le lieu. Alors pour le lieu, on a deux descriptions. La description statique. La description, il n'y a pas d'action, d'accord? On décrit la maison, ce qu'il y a dans la maison. Vous voyez, c'était une grande maison aux murs d'étain. Donc, d'étain, ça vient de la teinte.
qui est la couleur. Et dépeint, ça vient de la peinture qui est à peu près la même chose. Donc vous pouvez dire déteint ou bien dépeint. Donc en face de la porte d'entrée, il y avait une chambre. Alors regardez, l'ordre descriptif dans un lieu, le mieux, après avoir fait une description de tout le lieu, c'est comme pour le portrait du personnage. Tu parles de la taille, ensuite les détails. Ici, tu parles de la maison en général, ensuite tu rentres dans les détails. La meilleure façon de faire cette description, c'est de prendre un point qui est un repère. Tu as une maison, donc je vais très rapidement encore simuler une petite maison là. C'est la maison, c'est le salon, c'est une chambre, c'est la cuisine, ce sont les toilettes, l'escalier. D'accord. Alors, regardez. Le mieux, lorsque tu veux décrire une maison, tu prends un repère. Bon, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai pris la porte d'entrée comme repère. Et j'ai dit, en face de la porte d'entrée, en face, c'est devant, en face de la porte d'entrée, il y a une chambre. D'accord? À droite de cette, bien sûr, la droite dans le dessin, c'est votre gauche à vous, d'accord? Mais dans la maison, c'est la droite. Donc, à droite, il y a, d'accord? Il y avait un salon, d'accord? Et à gauche, une cuisine. D'accord? Donc, j'ai utilisé ici le verbe être, d'accord? Et avoir, d'accord? Et avoir pour le lieu, on y ajoute le y, il y avait, d'accord? Et on peut ajouter des verbes comme se trouver, ou bien on peut ajouter des verbes de perception. On pouvait voir, on arrivait à voir une chambre s'offrait à notre regard, ou bien des choses comme ça. Ce sont les verbes que tu vas utiliser pour faire la description du lieu. La description pour créer de l'ambiance, c'est bien meilleur. C'est mieux que la première. Créer une ambiance, c'est rendre le lieu vivant, pas mort. Alors, tu décris la maison d'abord, tu dis c'était une grande maison au mur d'étain, d'accord? Regardez, ici, vous ne montrez pas où se trouve le salon et la cuisine, non. Vous dites, au salon, la porte, le père lisait le journal. Donc, tu nous racontes ce qui se passe dans le salon, ce qui se passe dans la cuisine, ce qui se passe dans la chambre, ce qui se passe dans l'escalier. Si tu as par exemple un café, tu vas nous parler de ce qui se passe au comptoir, ce qui se passe dans la table à droite, à gauche, dans la table à droite, dans la table du milieu. D'accord? Bon, et pour créer de l'ambiance, on parle du personnage humain, on peut aussi parler des animaux et du reste. Sur le comptoir, un petit oiseau chantait dans une cage. Derrière, une presseuse, un homme préparait un café, ou bien le barman préparait un café. Donc, sur la table à droite, une famille prenait son déjeuner. Sur la table de gauche, un chat jouait, ou bien avec un insecte par exemple. Et un jeune homme avait devant lui un ordinateur. Donc vous voyez, avec la description pour créer de l'ambiance, vous êtes à l'aise. Vous avez une très grande marge. Et en même temps, ce n'est pas ennuyeux pour le lecteur. Le lecteur, il est en train de voir, parce que la description, elle permet de faire voir. Le lecteur, il est en train de voir un lieu plein d'actions, d'accord? Alors, vous pouvez aussi ajouter la situation. Vous pouvez dire, à droite de la chambre de l'enfant, d'accord? Ou bien au salon qui se trouvait à gauche, le père lisait, mais vous n'avez pas vraiment besoin de ça. D'accord? Donc, et cette description, c'est de la description et de la narration mélangée. Donc, je préfère le jour de l'examen que vous recouriez à cette description et non à la première. D'accord? Alors, j'ai ici, bien sûr, vous voyez,
une nuit, j'étais seul à la maison, car mes parents... Donc, je ne peux pas m'arrêter ici. Pourquoi? Parce que j'explique pourquoi j'étais seul à la maison. Donc, cette phrase n'est pas terminée. Mais dès que je termine la phrase, que je mets un point, je m'arrête et je viens. C'était une maison. Donc, ici, puisque tu es seul à la maison, tu ne vas pas faire la deuxième description, celle où on crée de l'ambiance. D'accord? Tu ne peux pas, d'accord? Pourquoi? Parce que, mais si la maison était pleine, tu vas dire, à la cuisine, ma mère préparait, au salon, mon père faisait... Mais tu es seul à la maison, donc ici, le mieux, c'est de faire une description statique. D'accord? Mais la plupart des cas, le mieux, c'est de faire une description pour créer de l'ambiance. Bien, et vous voyez ici, on a la description du personnage. Alors, ce qui est en couleur ici, donc c'est déjà, vous voyez, bon, déjà, vous avez doublé le nombre de lignes ici, et vous avez à peu près ajouté, c'est 2 lignes que vous avez ajoutées là, d'accord? Donc, c'est à peu près 2 lignes que vous avez ajoutées sur les 6 lignes, ça fait 1/3. Vous avez ajouté ici le 1/3 du deuxième paragraphe. Donc, ça vous fait 2 lignes plus 2 lignes et demie, ça vous fait 4 lignes et demie. Lorsqu'on va ajouter une description de la nuit, mais ça va vous donner encore à peu près 1 ligne et demie ou bien 2 lignes, bon, ça va vous faire à peu près dans les 6 lignes. Bon, 6 lignes, il te reste combien à écrire? Il te reste seulement 6 lignes à écrire. Donc, je vous conseille d'apprendre, s'il vous plaît, à faire de la description dans la narration. Et c'est pas simplement pour avoir le nombre de lignes, mais c'est parce que la narration, normalement, c'est ça. Je vous défie de trouver un écrivain qui va vous raconter seulement des actions sans description. D'accord? Donc, à ma connaissance, il n'y en a pas. D'accord? Peut-être que quelqu'un va faire ça, mais ce sera vraiment une exception à la règle. Donc, une narration, c'est toujours un amalgame. On essaie de mélanger la narration et la description. Je passe maintenant à la description du temps. Et là, c'est vraiment, d'accord, pour l'été, vous décrivez les jours et les nuits. D'accord? L'été, le jour ou bien la nuit, le soleil ou bien la lune, les étoiles, bien sûr, le ciel bleu et tout, la chaleur, encore, bien sûr, en rapport avec le soleil. Ce sont les éléments que vous allez décrire pour l'été. Ça, c'est une seule phrase, mais s'il vous plaît, si je commence à vous donner des phrases, je sais que cette année, vous n'êtes pas nombreux à consulter ce site parce que je viens de commencer les leçons pour la 3e du collégial. Maintenant, j'ai beaucoup d'élèves qui me suivent pour la première année du bac parce que j'ai commencé il y a longtemps. Mais, par exemple, l'année prochaine, il y aura toujours cette leçon sur YouTube et je pense qu'elle aura beaucoup de visiteurs. Alors, si je vous donne 2 ou bien 3 phrases, eh bien, ces 2 phrases, bien ces 3 phrases seront reprises par beaucoup d'élèves et le jour de l'examen, ça va vous causer du tort. Mais vous, si tu es un élève qui doute de ses capacités parce que tu penses que le jour de l'examen, tu ne vas pas te rappeler, eh bien, fais une description d'un jour d'été et d'une nuit d'été et apprends-les par cœur. Si tu en as besoin du jour de l'examen, tu les as. Donc, tu peux les faire en demandant de l'aide à tes parents ou bien à un ami qui travaille bien en français ou bien, d'accord? Donc, tu as plusieurs possibilités de te faire une phrase et de cette façon, ce sera une phrase qui t'est propre. Ce ne sera pas une phrase que beaucoup de personnes vont utiliser. Pour, c'est la même chose. Pour l'hiver, vous allez décrire le ciel. Et pour l'hiver, on ne décrit pas le soleil, on décrit les nuages. Pour le ciel, ce n'est pas bleu, c'est sombre ou bien couvert ou bien, d'accord? Donc, et bien sûr la pluie, le tonnerre qui fait du bruit, l'éclair qui jette de l'électricité, d'accord? Donc, c'est ce que vous décrivez pour l'hiver. Donc ça aussi, c'est un petit exemple. C'était une froide journée d'hiver, le ciel. Donc, vous pouvez dire d'hiver ou bien vous pouvez faire un mois, mais vous devez bien sûr écrire un mois d'hiver. Vous pouvez dire une froide journée d'août. Alors, le ciel était plein de nuages sombres
et la pluie tombait à grosses gouttes ou bien à fines gouttes ou bien, d'accord? Donc ça dépend de ce que vous voulez. Si vous marchez dans la rue, vous n'allez pas dire à grosses gouttes, vous allez dire à petites gouttes ou bien à fines gouttes ou bien, d'accord? Pour que ce soit possible. Mais si vous avez de grosses gouttes, vous ne pouvez pas marcher dans la rue sous de grosses gouttes, bien sûr. Bien. Alors, maintenant, on passe à l'automne et au printemps. Et là, je ne vais plus vous faire de phrases d'exemple, d'accord? Mais le principe, maintenant, vous le comprenez, d'accord? Donc, chacun d'entre vous doit chercher, doit se faire une description d'été, une description d'hiver, une description d'automne, une description de printemps, d'accord? Bien sûr, le jour et la nuit. Tu as 8 descriptions à prendre, 4 saisons, 4 pour le jour et 4 pour la nuit. Tu apprends ces 8 descriptions et qu'est-ce que tu as? Tu as donc tu es assuré d'avoir une ligne ou bien 2 lignes le jour de l'examen qui sont juste bien faites et qui vont t'aider bien sûr le jour de l'examen parce qu'elles vont diminuer énormément les fautes d'orthographe que tu vas commettre. Bien, alors maintenant c'est le texte qu'on a obtenu avec la description du lieu et avec la description du personnage et maintenant on va insister on va remplacer une nuit par la description. Donc vous voyez une nuit c'est 2 mots et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir, oui, donc c'était une froide nuit d'automne, la lune était voilée par de sombres nuages, donc faites attention à ce qu'on a un adjectif, des devient de, d'accord? C'est une règle en français, on peut rarement utiliser le des sombres nuages, c'est possible mais c'est pas le meilleur choix, d'accord? Donc et le vent soufflait bruyamment, c'est-à-dire très fort. Donc vous voyez, donc regardez, si vous prenez ces 2 lignes avec ces 2 lignes et demie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez à peu près 4 lignes. Et plus les 2 lignes de la description du personnage, ça vous fait 6 lignes en plus. D'accord? Plus ces 2 lignes-là, ça vous fait 6 lignes en plus. Alors, je vais vous montrer maintenant ce texte. Je vais vous montrer le texte, mais en enlevant les descriptions qu'on a là. Et vous allez voir que d'abord, c'est bien meilleur que le premier texte, puisqu'il y a maintenant des descriptions, puisque celui qui est en train de lire, il peut aussi voir les personnages, il peut aussi voir la maison, d'accord? Maintenant, je vous ai fait une description très simple, mais normalement, vous devez faire ici une description d'une maison très vieille, une maison qui fait vraiment très peur. Bien, alors, maintenant, regardez le deuxième sujet. Et d'ailleurs, rien qu'en voyant, bon, il y a encore une ligne ici qui est cachée. Donc, alors, rien qu'en vous voyant le texte qu'on a là et le texte qu'on a là, bon, vous saisissez vraiment la différence entre les deux. Donc, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.